Alors juste avant d'attaquer le top 5 des meilleurs films 2018, je voudrais juste revenir sur un constat que j'entends de plus en plus, un constat qui avance l'idée que la qualité et la créativité a quitté le cinéma, on va dire traditionnel, pour venir s'installer sur Netflix, par exemple. Alors je veux bien reconnaître que 2018 a eu son lot de très mauvais films et qu'il y a une tendance de plus en plus grande au recyclage de formules à succès, avec des suites opportunistes, des remakes, des reboots, etc. Mais entre nous, ce problème, il concerne surtout les grosses productions hollywoodiennes. La créativité, je suis désolé, elle existe encore dans le cinéma. Et le cinéma existe au-delà des blockbusters. L'originalité, on peut aussi bien la trouver sur Netflix qu'au cinéma. Je comprends pas tellement cette tendance pessimiste qui est en train de s'installer. En tout cas, moi, pour l'instant, j'ai vu bien plus de bons films au cinéma que sur Netflix. Sur Netflix, j'ai dû voir 2 ou 3 bons films dans l'année, grand maximum. Il y a Mowgli, La balade de Buster Scruggs et Roma, voilà. Même si, oui, c'est vrai, je n'ai pas complètement adhéré à Roma, je lui reconnais bien volontiers ses qualités cinématographiques indéniables. Et en plus, la plupart de ces films ne sont même pas des productions Netflix, c'était des films qui étaient destinés à la base au circuit des salles de cinéma. Tout ça pour vous dire que non, le cinéma n'est pas mort, n'en déplaise à certains. Je dis ça parce que il semblerait que certaines personnes soient ravies que Netflix prenne la place du cinéma. Personnellement, je militerai toujours pour promouvoir l'expérience en salle de cinéma, pour promouvoir l'exclusivité des films en salle, parce que pour moi, une salle de cinéma, ça reste encore aujourd'hui l'endroit le plus idéal, le plus magique pour découvrir un film. On est comme dans un cocon, écarté de toutes les perturbations extérieures et complètement dévoué à l'histoire qu'on va nous conter sur grand écran. Tout peut arriver dans la salle, on peut très bien vivre une expérience émotionnelle inoubliable comme vivre un vrai calvaire. Rien n'est sûr quand on rentre dans un cinéma, mais quoi qu'il arrive, pendant environ 2 heures, on s'échappe totalement de son quotidien. Et encore une fois, je ne suis pas anti-Netflix, hein. Je regarde des séries, je regarde même des films sur Netflix. Moi, je suis pour que les deux existent, mais je trouverais ça vraiment regrettable qu'une plateforme de streaming éclipse définitivement ce lieu de rendez-vous magique vieux de plus de 100 ans. Voilà, maintenant que j'ai pris un peu le temps pour déclarer tout l'amour, tout mon amour que je porte à l'expérience en salle de cinéma, on peut se propulser en vitesse lumière dans la galaxie du top 5 des meilleurs films 2018. Je vais d'abord commencer par des films qui ne font pas partie du top 5, mais que j'ai beaucoup aimé cette année, et donc je vais les citer, on va dire, dans la catégorie mention honorable. C'est 5 films qui sont pas forcément dans l'ordre, donc voilà, je vais vous les citer comme ça. Il y a d'abord Le Grand Bain de Gilles Lellouche, un film aussi drôle que touchant, avec un Philippe Catherine excellentissime. Jusqu'à la garde, la spirale infernale d'un divorce servi par des comédiens au top de leur jeu, avec une mention très spéciale pour le comédien de 12-13 ans qui m'a fendu le cœur. Three Billboards, un scénario aux accents cohéniens avec une étude de personnages fascinante. Ready Player One, le meilleur blockbuster de l'année, tout simplement sans aucune hésitation. Si seulement les blockbusters pouvaient avoir 1/100 de la virtuosité de la mise en scène de Tonton Steven, je peux te dire qu'on serait bien gâtés. Et Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, qui est esthétiquement pour moi l'un des plus beaux films que j'ai vu cette année. Et une mention très spéciale pour le film qui m'a le plus galvanisé cette année, qui m'a fait sortir de la salle de cinéma avec une envie de danser, de chanter, de croire en mes rêves, de me battre, qui m'a donné la pêche, Bohemian Rhapsody. Voilà, ça y est, on y est, mes 5 meilleurs films de l'année sont... Numéro 5, L'Insulte, un film franco-libanais réalisé par Ziad Doueri. Et c'est un film que j'ai découvert assez tard. Il avait été nommé à l'Oscar du meilleur film étranger l'année dernière, mais il n'avait pas remporté la statuette. Et donc L'Insulte, de quoi ça parle? Eh bien, c'est une histoire qui part d'un fait anodin, qui part d'une dispute entre 2 personnes, qui va s'envenimer et prendre des proportions énormes jusqu'à aboutir à un procès d'envergure nationale. D'une petite brouille entre 2 personnes va devenir une affaire d'État qui va cristalliser toutes les tensions qui existent entre les réfugiés palestiniens et les chrétiens libanais. Avec un sujet aussi délicat, le réalisateur s'en sort parfaitement parce que il se concentre bien sur la souffrance des 2 côtés, en nous montrant justement la complexité des rapports humains qui existent entre 2 ethnies qui sont noyées sous les préjugés. Et le scénario est savamment construit pour que le spectateur soit sans cesse en empathie avec l'un ou avec l'autre, parce qu'on est témoin de cette surenchère de violence psychologique, de ce déchirement, aussi bien d'un côté comme de l'autre, et on se demande pendant tout le film jusqu'où vont-ils aller. La force du film, c'est de nous montrer de façon pertinente comment le danger peut arriver très facilement quand la situation géopolitique d'un pays est aussi fragile. Comment un malentendu, un simple malentendu entre 2 personnes lambda peut embraser un pays et le propulser au bord de la guerre civile.
C'est un film émouvant et passionnant à suivre parce que au cours du procès qui oppose les deux hommes, des révélations sont faites sur leur passé, qui nous amènent à comprendre les origines du mal, qui nous amènent à comprendre leur motivation. Et donc tout le suspense, c'est de savoir est-ce que ces deux hommes vont réussir à se parler, réussir à se regarder en face et à mettre de côté leur fierté pour éviter que tout un pays se déchire à cause d'une simple insulte. Numéro 4, Climax de Gaspard Noé. Tout simplement l'expérience cinématographique la plus intense que j'ai vécue cette année. J'ai vu le film à côté de Critique masqué et je peux vous dire, il était pas bien. Voilà, je le voyais sur son fauteuil, il souffrait. Mais tout comme moi, à chaque fois que je vois un film avoir un effet aussi viscéral sur les gens, je me rappelle toujours, mais quel pouvoir incroyable le cinéma. J'ai toujours adoré voir des gens quitter la salle de cinéma parce que le film les rendait trop mal à l'aise. Ça m'a toujours fait rire. Mais au-delà de la subversion et du caractère choquant du film, Climax c'est surtout une grosse claque de mise en scène avec des plans séquences virtuoses, sa gestion du sound design incroyable pour nous immerger encore plus dans ce véritable purgatoire filmique, sa lumière qui donne au film une atmosphère psychédélique et ses acteurs qui sont tellement authentiques qu'on les croirait tout droit sortis d'un documentaire. Sofia Boutella est tout simplement hallucinante d'intensité. C'est tous les départements techniques d'un film qui sont ici convoqués et maîtrisés par Gaspard Noé pour nous donner des émotions et des sensations toujours plus fortes et nous rappeler la puissance de la mise en scène. Les personnages, l'image, le son, tout ici est réuni pour nous entraîner dans une descente aux enfers dantesque et nous montrer que les pires perversions de la nature humaine résident en chacun de nous. Âme sensible s'abstenir, c'est clair, mais quelle putain d'expérience. Numéro 3, The Guilty, un film danois qui est sorti cet été et qui semble être passé sous les radars de beaucoup de personnes, on dirait. Pourtant, c'est peut-être le film le plus divertissant, le plus haletant que j'ai vu cette année. Un suspense toujours intense, maintenu jusqu'à la dernière image, alors que tout le film se résume à un standardiste de la police assis dans un bureau au téléphone avec une victime. Évidemment, on pense à des films comme L'Accord, Buried ou Locke, vu qu'on est dans un huis clos, où l'action se déroule en temps réel. Et The Guilty, c'est exactement ça, puisque l'action ne se situe que à l'intérieur d'un bureau de police, et plus particulièrement autour du visage du comédien. Et d'ailleurs, un comédien qui livre une performance magistrale, de justesse, de subtilité dans ses émotions. Et moi, ce qui m'a vraiment impressionné, et c'est pour moi la grande force du film, c'est de réussir à mettre dans la tête des spectateurs plein d'images. Plein d'images de tout ce qui se passe à l'extérieur, uniquement grâce au travail du son et aux réactions du comédien. On arrive à imaginer tout ce qui se passe à l'extérieur. On arrive à imaginer les décors, les environnements, on les voit, sans jamais quitter une seule fois le bureau du standardiste. Jamais vous ne verrez un plan de l'extérieur. C'est le parti pris. Et le film mise tout sur l'imagination du spectateur et ça fonctionne du tonnerre, parce que ton attention est toujours maintenue. Et malgré ce côté minimaliste du film, le réalisateur arrive quand même à raconter plein de choses sur son personnage principal grâce à des idées de mise en scène ingénieuses comme par exemple mettre en parallèle des variations de lumière avec les conflits intérieurs du personnage. The Guilty, c'est 1h30 de suspense hitchcockien. Numéro 2, First Man. Après Whiplash et La La Land, Damien Chazelle a pour l'instant fait un sans faute, pour moi. First Man, c'est tout simplement le film qui m'a le plus ému cette année, et j'aurais jamais cru dire ça d'un film sur Neil Armstrong. Je suis allé le voir 2 fois au cinéma, les 2 fois j'ai pleuré. Alors étant donné que je suis père de 2 petites filles, ceci explique peut-être cela, les gens qui ont vu le film comprendront. Mais au-delà de cet aspect bien précis, tous les éléments étaient réunis pour que le film me plaise. La conquête spatiale, le portrait intime d'une figure emblématique, une mise en scène qui s'efforce de retranscrire de façon la plus authentique possible les sensations des astronautes en enfermant le spectateur dans l'habitacle de la capsule et en suggérant tout par le sound design et les mouvements de caméra. Le choix esthétique d'adopter un grain très prononcé, comme si le film avait été tourné à l'époque avec une caméra 16 mm, ça rend les scènes intimistes encore plus réelles, encore plus vraies. Ryan Gosling, il m'a bouleversé. En jouant le rôle d'un homme qui en apparence est froid, mais qui en réalité dissimule une souffrance bien profonde. Mention spéciale à cette scène où il s'effondre en larmes. Voir un homme essayer de contenir à tout prix ses émotions et le voir finalement échouer, ça m'a mis KO. Claire Foy est excellente dans son rôle de femme totalement désemparée. Damien Chazelle prouve avec ce film qu'il est capable de sortir de sa zone de confort en abordant des thématiques autres que la musique. D'ailleurs, en parlant de musique, ce film contient pour moi la plus belle bande originale que j'ai entendue de toute l'année, signée Justin Hurwitz, le même compositeur que sur Whiplash et La La Land.
Il y a un thème central qui suggère la relation intime entre Neil Armstrong et un membre de sa famille qui m'a tout simplement déchiré le cœur, et à chaque fois que j'écoute ce morceau, j'ai des frissons. La grande force de First Man, c'est de montrer que le voyage épique d'un homme est lié intrinsèquement avec son voyage intime. Qu'est-ce qui pousse un homme à endurer autant de souffrances? Comment un homme est-il capable de puiser un tel courage pour se lancer dans une mission aussi dangereuse, voire suicidaire? Le chagrin, la souffrance, ça peut tout aussi bien être des sentiments qui te mettent à terre, comme des sentiments qui te donnent une force pour t'élever vers le ciel, et pourquoi pas, vers l'espace. Et numéro 1, c'était le numéro 1 de mon top 5 que j'avais fait en juillet dernier, et il n'a pas bougé, il est toujours pour moi le meilleur film de l'année, Pentagon Papers. En même temps, quand ton réalisateur préféré convoque Alfred Hitchcock et Frank Capra, c'est difficile de ne pas succomber. Pentagon Papers, c'est une incursion fascinante et pleine de suspense dans le monde du journalisme, en plein cœur d'une bataille, qui nous rappelle que les principes fondamentaux de la liberté d'expression et la liberté d'informer ne sont pas des principes définitivement acquis dans une vraie démocratie et qu'il faudra sans cesse se battre pour les préserver. Pentagon Papers, c'est aussi un portrait de femme des plus touchants, interprété par la très grande Meryl Streep, qui joue donc ce rôle de patronne de journal, qui au début du film est complètement isolée et soumise, et qui au fur et à mesure va essayer de prendre confiance en elle et de s'affranchir d'un univers majoritairement peuplé d'hommes. Il y a d'ailleurs une idée de mise en scène qui illustre magnifiquement les rapports hommes-femmes de cette époque. C'est une scène où Meryl Streep monte les marches de la bourse pour rejoindre les hommes qui, eux, sont au sommet, alors que toutes les autres femmes, elles, sont restées en bas. C'est du symbolisme dans la mise en scène, et en un seul plan, tu as compris plein de choses, tu as tout compris, et ça sans dialogue, mais uniquement avec le bon placement des comédiens et un mouvement de caméra. Du pur Spielberg. Et le film est rempli de symbolisme dans sa mise en scène, comme par exemple le plan de la photocopieuse qui est filmé comme une arme redoutable, toute la mise en route des machines rotatives qui est filmée comme une armée qui se préparerait à aller au combat, et bien sûr il y a cette scène de téléphone à la fin du film qui arrive à insuffler une tension incroyable alors que ce sont juste des gens au téléphone. Bref, un film qui tutoie les scènes les plus virtuoses d'Alfred Hitchcock et de Frank Capra. Voilà, c'était mon top 5 des meilleurs films de 2018. Je suis impatient de découvrir les prochaines pépites cinématographiques de 2019. Parmi les films que j'attends le plus cette année, il y a Glass de Shyamalan, The Irishman de Scorsese, The Mule de Clint Eastwood, Us de Jordan Peele, Il était une fois Hollywood de Tarantino, Le Dumbo de Tim Burton, La Reine des Neiges 2, non je déconne, et Star Wars épisode 9. Et oui, même si j'ai été déçu par les derniers Jedi, je suis quand même impatient et curieux de voir si J.J. Abrams va réussir à rehausser cette saga que je considère un peu perdue. Le suspense reste entier, nous verrons, mais quelque chose me dit que cet épisode 9 peut être un nouvel espoir. Surtout, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels ont été pour vous les 5 meilleurs films de 2018. On en débat, on en discute, même si on n'est pas d'accord, c'est pas grave, et heureusement d'ailleurs, c'est ce qui permet de nous enrichir mutuellement, c'est de confronter nos avis différents. Allez, une très bonne année 2019 pour tout le monde, et une très belle année pour les salles de cinéma. Ciao!